Bienvenue à vous, mesdames et messieurs. Vous êtes à Presse Éco. Presse Éco qui est votre plateau, qui vous permet donc de revenir sur l'actualité au plan national et international. Aujourd'hui, nous allons évoquer en premier sujet donc les consultations politiques à Kosiam. Le chef de l'État a reçu successivement l'opposition politique et la majorité pour discuter autour du code électoral et de l'adoption de la Constitution. Nous parlerons également d'un autre sujet concernant donc le système de rémunération de la fonction publique. Les syndicats posent toujours leurs conditions. Et puis nous terminons par le SOUM, insécurité oblige. Les syndicats donc de l'éducation ont décidé de suspendre le cours dans cette localité du pays. Et puis en international, c'est au Sénégal où une réforme concernant donc les parrainages au niveau de la présidentielle pose problème. L'opposition n'est pas d'accord. Nous allons donc évoquer ce sujet-là avec nos chroniqueurs sur le plateau. À ma droite, Bilgo Lionel, il est donc directeur de publication de l'analyse. Il est également directeur Afrique de Téménis Média. Merci Bilgo d'être sur ce plateau. Et puis André-Eugène Ilboudo, il est le directeur de la radio des écoles. Merci André-Eugène Ilboudo d'être sur ce plateau. Et puis Évariste Concebo, chroniqueur média, il est le directeur de publication du siècle d'éveil, qui est le journal de l'association Le Siècle d'éveil, qui est une association de défense des droits de l'homme. Merci Évariste d'être sur ce plateau. Et puis enfin, Issaka Lengani, directeur de publication de L'Opinion, qui est un hebdomadaire burkinabé. Merci à vous d'être sur ce plateau. Je précise que nous sommes en direct pour ce numéro, bien qu'il soit tout simplement classique, mais nous sommes en direct aujourd'hui. Alors, bien avant de commencer ce sujet-là, on va évoquer très rapidement la question de Saponé. On a vu que nous avons aussi débattu de cette question ici. Le Conseil d'État a fait droit donc à la requête tout simplement en tout cas d'une des parties qui était opposée autour donc de cette dissolution du conseil municipal. Donc le Conseil d'État a tout simplement prononcé un sursis à exécution de la décision du gouvernement. André Géniblou. Traditionnellement, on ne fait pas de commentaires sur les décisions de justice. Mais ce que je voudrais dire, une fois encore, c'est que dans un pays, si vous avez de bons juges, même si les lois sont mauvaises, vous pouvez toujours vivre. Et c'est le cas de ce qui est arrivé à Saponé. Il y a des gens, quelques individus qui ont choisi de faire la force aux gens de Saponé. Les gens de Saponé ont suivi les voies républicaines pour demander réparation de la justice. Et la justice a constaté effectivement que c'est ça et on leur a donné raison. C'est ce que je peux dire en tant que fils de Saponé. Alors, Bilgo, ici on voit le gouvernement qui semble avoir pris un camouflet parce que en son temps, la décision, beaucoup de gens avaient estimé que cette décision-là ne respectait pas les règles parce que bon, il n'y avait pas toutes les conditions requises, toutes les conditions dont disposent les textes du Code général des collectivités pour suspendre par un conseil municipal et ça a été le cas. On a vu plus de politique là-dedans. Oui, tout à fait. Et là, en fait, en réalité, ce qui ressort de cette décision, c'est que effectivement, Saponé va reprendre en fait ses activités comme il se doit, conformément à la volonté de la population. Ce que nous souhaitons justement, c'est que ces genres de cas de blocage autour des municipalités soient évités. Il y a une véritable question à se poser. Il n'y a pas que le cas de Saponé sur le mode de scrutin et puis sur la gestion intégrale en fait des municipalités au Burkina Faso. Cette question-là, tant qu'on ne va pas s'asseoir ensemble, réfléchir et trouver des solutions adéquates, aux prochaines élections, on va retrouver les mêmes cas, où en tout cas les municipalités se retrouvent bloquées par le fait du prince de certaines minorités. Alors, Issaka Lengani, c'est vrai que la justice a fait droit, la justice a dit le droit, etc. Mais il reste quand même, on peut quand même s'inquiéter, non, que par exemple au niveau du ministère de l'administration territoriale, sous influence politique, l'administration ne soit pas aussi républicaine pour décider comme il se doit, mais décider en faveur d'un groupe politique pour des raisons bien politiques. Est-ce que ça ne pose pas un problème quand récemment on a vu le cas Souman Touré également? Oui, ça pose un véritable problème. Ça montre le délitement de l'État et la question récurrente de la politisation outrancière de l'administration publique est véritablement posée par cette situation. Et comme vous l'avez dit à l'époque, dès la survenance parce que la décision est survenue à la suite de plusieurs manifestations au niveau de Saponé, où on a vu effectivement une minorité d'individus violents, barbares, qui s'est attaquée à des institutions telles que la communauté l'a voulu. La communauté a voulu un maire qu'elle a élu, des individus qui sont opposés parce qu'ils sont du parti majoritaire, parce qu'ils sont adoubés par le parti majoritaire, ont fait violence. Il y a même eu des menaces
des agressions verbales, physiques, etc. Et bon, ce que j'aimerais dire sur cette affaire, c'est que tout simplement, il n'y a pas eu les plaintes nécessaires des individus qui ont été agressés, qui ont été insultés, qui ont été traités de tous les noms d'oiseaux, alors qu'ils sont dans leurs droits. Moi, je crois que c'est cet aspect qui manque dans cette affaire et qu'il faut dorénavant réfléchir à ces questions. Ces personnes qui étaient préjudiciées, donc qui ont eu à subir des prix, est-ce que ces personnes ont déposé plainte? Les plaintes qui ont été déposées ont été vidées. Oui, justement, c'est ça que je dis. Est-ce que ces personnes ont déposé plainte pour diffamation ou injure, etc.? Parce que la justice, oui. Je peux répondre? Oui. Non, il y a 5 personnes qui ont été diffamées, injurées, menacées de mort, et les gens ont déposé plainte devant le procureur. D'accord. Donc malheureusement, le politique veut mettre le pied dessus. D'accord. Voilà, il faut pas tout de suite aller vite en besoin. Peut-être le procureur, si le Conseil d'État a donné cette décision, certainement que le procureur également va le faire. Alors, Évariste Conseil, pour terminer sur ce sujet, le cas des Saponais. C'est le sens même de notre combat, c'est-à-dire nous combattons pour que dans notre pays, la séparation des pouvoirs soit respectée et qu'on n'instrumentalise pas la justice pour régler des comptes ou de chapelle, des querelles de chapelle. Maintenant, il reste, parce que ce n'est pas une première, on a déjà vu par le passé où il y a eu des décisions de justice, mais la problématique de l'application est là. Donc on espère que l'État maintenant, le pouvoir public maintenant va prêter main forte pour permettre maintenant ce conseil de s'installer. Justement, est-ce que ça va s'appliquer quand on sait que les protagonistes sont du même bord politique, c'est le même, c'est des éléments du parti au pouvoir? Est-ce que cette décision de la justice ne va pas... Oui, mais nous allons prendre l'opinion publique à témoin. Merci à vous. Donc, on commence nos différents sujets avec également la consultation politique, les consultations politiques qui ont eu lieu, en tout cas, dans cette semaine-là, jeudi et vendredi, au niveau de Kosiam. Le chef de l'État a reçu successivement l'opposition politique, le CEFOP, et par la suite les partis de l'APMP, donc la majorité présidentielle. Il s'est agi simplement de parler du code électoral. Du code électoral, notamment le vote de Burkinabé, de la diaspora, de l'étranger, et puis également de l'adoption de la Constitution qui pose problème. Alors, vous avez suivi donc ces différentes rencontres entre le chef de l'État et les forces politiques. Alors, d'entrée, c'est un exercice. Est-ce qu'on peut le mettre sous le cadre de l'exercice constitutionnel où la Constitution dit que le chef de l'État peut consulter l'opposition politique dans le cadre, bien sûr, du dialogue politique républicain? Ou est-ce qu'il s'agit de faire tout simplement, d'appliquer ou de faire suivre, de mettre en œuvre les promesses lors du discours de fin d'année, quand le chef de l'État a dit qu'il allait recevoir les forces, consulter les forces par rapport à ces deux sujets-là? Oui, c'est sûr qu'il faut d'abord... cette rencontre a eu lieu parce qu'il y a un cadre qui le permet, qui dit que le chef de l'État peut rencontrer, soit il rencontre tout seul le chef de file de l'opposition, ou soit il rencontre le chef de file avec les membres. Je pense que dans ce cas d'espèce, il a rencontré le chef de file avec les membres. Maintenant, c'est vrai qu'on est étonné parce que c'est vrai que quand on regarde l'objet de la rencontre, la question c'est des promesses électorales, notamment la question du vote des Burkinabés de l'étranger, et maintenant même l'adoption le passage de la 5e République, c'est des questions de promesses électorales du candidat donc du MPP. Maintenant qu'on rencontre donc l'opposition pour voir le mode opératoire, j'avoue quand même qu'il y a beaucoup de questions que ça suscite. Et pire encore, à la fin, donc, à l'issue donc de la rencontre, ils n'avons pas eu d'éclairage. Est-ce que chacun, on a fait dans le clair obscur, franchement, on n'a pas eu vraiment un éclairage. À ce qu'on a pu comprendre, c'est des questions qui vont faire l'objet de réflexion. C'est ce qu'on a retenu. André Jean-Youdo, le chef de l'État, dans un tweet, donc sur Twitter, il dit le vote des Burkinabés de l'extérieur en 2020 est un engagement majeur que j'ai pris devant le peuple burkinabé. J'entends le tenir. Ce sont les propos du président du Faso, mais nulle part, y compris les différents protagonistes qui sont passés, l'opposition, la majorité, on n'a pas une idée claire que c'est un principe qui sera effectif, mais on dit toujours qu'on renvoie à des discussions à venir, qu'on renvoie à des discussions, notamment la majorité. Il a été dit, on a entendu le ministre Dabilgou dire qu'il aura une vision qui sera dégagée en interne suite à leurs différentes discussions. Non, pour la première des choses, pour le tweet du président, moi je suis un simple citoyen lambda. Je n'ai pas encore un abonnement à Tweet ni à Faso, ni
aux autres réseaux. J'écoute plus la radio, qui est accessible pour tous les communs de Burkinabé, et je lis les journaux. Donc le tweet n'est pas adressé à tous les Burkinabés, c'est à une catégorie de Burkinabés. Première remarque. La deuxième des choses, c'est que le président, en rencontrant l'opposition, s'est réglé dans la Constitution et par les lois et règlements. Et c'est normal. Ce que je n'ai pas compris, c'est que cette activité soit inscrite et bien faite et que le président parasite cette activité essentielle en rencontrant la majorité. Qu'est-ce que la majorité peut venir dire quelque chose contre le président? Par contre, l'opposition peut aller dire au président, ta façon de vouloir faire, nous, on n'est pas d'accord, on aurait aimé que l'on fasse comme ça. Et je crois que le président, en les écoutant, renforce la démocratie. Je n'ai vraiment pas compris pourquoi il a besoin de parasiter une activité pareille en recevant sa majorité. Parce que j'ai l'impression que les gens lui ont dit, si tu les reçois et que tu ne reçois pas, tu aurais leur fait la part belle. Mais non, en démocratie, on a besoin plus d'écouter ceux qui ne partagent pas votre point de vue que d'écouter ceux qui vont venir dire oui, chef, vous avez raison, vous savez que sans vous, nous, on ne peut pas vivre, même si on sait que ce n'est pas vrai. En tout cas, pour moi, l'analyse que je fais vraiment, c'est dommage qu'il ait parasité cette activité-là. Bilgo, sur le vote des Burkinabés de l'étranger, alors, biais dans la forme de l'entretien, le chef de l'État, autorisé par la Constitution à discuter avec l'opposition sur des sujets d'intérêt national, mais qui fait en même temps, comme Eugène le dit, intervenir également la majorité présidentielle. Là, il y a déjà un premier niveau. Est-ce que ça dit que la question du vote est diluée donc dans une masse qui peut, à la fin, être le contraire de ce qu'on attend? Non, contrairement à André Eugène, je ne vois pas le fait qu'il ait reçu la majorité comme un parasitage en fait de son premier acte, mais je vois ça comme un besoin en fait de concertation, de discussion au plus large possible. Et tant mieux si le président Roch Marc Christian Kaboré se rend compte aujourd'hui que dans le Burkina, après insurrection, voilà, il faut aller dans des discussions plus larges, écouter son opposition, écouter sa majorité pour trouver une solution aux problèmes de la nation. Je pense que c'est bien fait. Maintenant, pour la question du vote des Burkinabés à l'étranger, comme vous l'avez dit tout à l'heure, le peuple attend plus qu'on quitte la théorie pour aller vers la pratique et l'opérationnalisation. Si le président, dans son tweet, dit qu'il y tient, maintenant, nous attendons que ce soit acté par des textes clairs pour que nous sachions que maintenant, la machine est lancée. Mais justement, est-ce que pour le vote du Burkinabé de l'extérieur, c'est mis dans le code électoral qu'ils doivent voter en 2020? Est-ce que c'est un problème national au point que le chef de l'État ait besoin de l'avis de l'opposition et de la majorité sur cette question qui est déjà réglée par le code électoral? Peut-être des aspects techniques qui restent seulement à peaufiner. L'opérationnalisation du vote des Burkinabés de l'étranger mérite quand même que le chef de l'État, même s'il n'a pas consulté l'opposition pour recueillir leur avis, qu'il leur partage en tout cas sa vision qu'il a de ce vote des Burkinabés de l'étranger, la manière dont ça sera fait et suivant un calendrier. Mais là, le président n'a pas partagé de sa vision. Hein. Même la majorité a dit qu'il y a une vision du chef de l'État qu'eux-mêmes ils vont discuter pour ressortir. Donc le président ici a seulement consulté les uns et les autres sur peut-être des aspects qui sont bien connus. Et Évariste? Le fait que le président rencontre en fait les deux entités, notamment l'opposition et puis sa majorité, ça veut dire qu'il y a un problème quelque part pour opérationnaliser donc ces promesses de campagne. C'est que ça coince quelque part. Soit c'est peut-être eux-mêmes qui se sont ravisés, et auquel cas, comme il avait déjà promis, il doit quand même se concerter avec. Mais rappelez-vous de la phrase du chef de file de l'opposition. Quand il est sorti, il a dit entre autres qu'il faut en finir avec ces faux rendez-vous sur la question, n'est-ce pas, des votes. Du vote des Burkinabés de l'étranger. Ça veut dire quand même beaucoup de choses. D'accord. Lengani, sur cette question, organisation, la forme que ça prend, est-ce que c'est le dialogue républicain réglé par la Constitution, le chef de l'État et l'opposition, le fait d'inviter la majorité au débat, est-ce que le sujet, par exemple, du vote de Burkinabé, c'était un sujet qui était d'intérêt national aussi urgent pour que cela demande des concertations? Ou il y a quelque chose, Angus sur Roche? Oui, il y a même Caïma sur Roche. Parce que pour moi, sincèrement, toute l'opération, c'est du folklore. Comme vous l'avez dit, c'est un mécanisme qui est prévu par la Constitution, le mécanisme en lui-même. Ensuite, le vote des Burkinabés est inscrit dans la Constitution. De deux, le candidat Roch Marc Christian Kaboré s'est engagé à faire que ce soit effectif. Le candidat Roch Marc Christian Kaboré a été élu président. Il a mis en place un gouvernement dont une des responsabilités, c'est de mettre en œuvre son programme gouvernemental. S'il doit rencontrer quelqu'un sur son gouvernement,
ce n'est pas l'opposition sur cette question. Et il y a au niveau de l'administration, il y a des mécanismes pour permettre à l'opposition, aux partis politiques qui animent la vie politique, de participer au débat sur l'opérationnalisation de cette question. Donc pour moi, l'État, dans l'organisation de l'État, il y a les mécanismes pour régler cette question. Il n'est pas besoin de rencontrer le chef de file de l'opposition, encore moins de rencontrer sa majorité, puisque c'est sa majorité qui le conçoit, c'est sa vision que sa majorité transforme en réalité, en texte de loi et en mécanismes qui sont soumis à l'ensemble de la population. Donc, de mon point de vue, c'est parce que c'est un besoin de communiquer. Sinon, ce n'est pas un besoin de régler le problème. D'accord. Alors, j'avance. Donc, le besoin de ces rencontres-là, ce n'est pas pour régler le problème. Ensuite, si tant est que le chef de l'État veut rencontrer l'opposition, il y a quand même des questions d'intérêt national très importantes qui sont passées. On a eu la double attaque meurtrière extrêmement grave qui s'est passée. Et ce n'est pas l'occasion de réunir la nation autour de ces questions, notamment en rencontrant le chef de l'opposition. Mais le chef de l'État, en décembre, quand il fait son discours, avait dit qu'il rencontrerait les différentes forces politiques pour discuter des sujets liés à l'adoption de la Constitution. Est-ce que ce n'est pas ce qu'il est en train de mettre en œuvre? Oui, peut-être que ça viendra pour des questions d'autres natures, qui sont des questions d'intérêt national, comme la question de la sécurité. Et qu'est-ce qui en est sorti de ces rencontres? D'accord. André, on va évoluer. Là, on est sur le vote des Burkinabés de l'extérieur, mais il y a aussi un deuxième sujet qui concerne l'adoption de la Constitution. Et là encore, jusque-là, après ces consultations du chef de l'État, on n'a pas encore eu une idée claire de comment cela va se faire. Je crois que le président a donné son intention, qui est que le texte de loi ait beaucoup plus de légitimité, donc c'est-à-dire le référendum, ce que l'opposition aussi pense, mais il n'est pas encore écrit nulle part que ce sera fait par référendum. La question reste toujours discutée. A contrario de mon ami Lengani et de Bilgo, moi je pense que le chef de l'État doit rencontrer l'opposition, parce qu'il est le président de tous les Burkinabés. Et sur une question sur laquelle les deux partis peuvent ne pas s'entendre, je prends un exemple. Le président peut dire, écoutez, moi en tant que président connaissant la caisse de l'État, moi j'aurais aimé que la Constitution que j'ai promis lors de ma campagne de faire adopter pour passer à la 5e République soit adoptée par les députés à l'hémicycle. Voici ma vision en tant que chef de l'État. Parce que je sais qu'on n'a pas les moyens, on n'a pas l'argent pour le faire. Je demande votre avis. L'opposition peut dire, le référendum est un test aussi de ta popularité. Nous, en tant qu'opposition, nous allons mobiliser nos gens pour qu'on dise non, pour que tu saches que les Burkinabés aujourd'hui ne te veulent pas. Donc, nous, on n'est pas d'accord que tu passes par l'Assemblée nationale parce qu'on sait que tu as la majorité. Voici un point sur lequel il peut négocier pour opérationnaliser la Constitution. Deuxièmement, sur la question du Burkinabé des votes à l'étranger. Il peut dire, par exemple en Côte d'Ivoire, ils sont, je prends un chiffre comme ça, ils sont 5 millions. Mais nous savons qu'il y a 3 millions qui sont concentrés à Abidjan et à San Pedro. Je voudrais simplement qu'on opérationnalise les votes des Burkinabés à l'étranger, à Abidjan et à San Pedro. Parce qu'il y a 2 Burkinabés à Daloa. Moi, je ne souhaite pas que pour 2 Burkinabés, on mette 10 millions pour aller recueillir 2 votes. Je pense que ça, c'est comment opérationnaliser. Mais pour cet échange, je vais dire, le président n'a pas donné, en fait, sa vision des choses. Il a voulu recueillir. Oui. Peut-être que, bon, vous savez, nous ne sommes pas des gouvernants. D'accord. Nous, on ne peut qu'analyser les faits. Mais je dis, peut-être que s'il avait préparé autrement, avec ses conseillers, comment parler avec les paysans, on ne peut pas rencontrer les gens pour dire, nous, je vous rencontre et après je vais donner une vision. Ça n'a pas de sens. Bilgo et puis Évariste, sur ce sujet de la Constitution, de l'adoption, on est encore toujours sur les 2 options. À la suite de ces discussions-là, il n'y a pas vraiment une option qui est arrêtée. Tout le monde dit qu'on va encore le discuter, etc. Oui, André, moi je n'ai jamais dit que le président ne doit pas rencontrer l'opposition ou la majorité. Il fait bien de le faire, mais ce que je dis, c'est que ces discours-là, aujourd'hui, on reste toujours dans la théorie. Nous sommes quand même à 2 ans avant les élections 2020. Aujourd'hui, normalement, la population devrait avoir une idée claire, en fait, de l'opérationnalisation de tous les engagements du président à ce jour, aujourd'hui, pour qu'il y ait une discussion. Si ça se fait trop tard,
ça va créer encore une crispation et peut-être même qu'on n'arrivera pas à le mettre en place. D'accord. Ensuite, sur l'idée que vous donnez de ne pas aller là où il y a 2 Burkinabés, au nom de quoi vous disqualifiez ces 2 Burkinabés? Mais on ne va pas rentrer dans ce débat-là parce que c'est pas... Tout le monde sait que Oui. la question essentielle, c'est la question du coût. C'est ça. Et le coût, surtout dans un contexte de marasme économique, dans un contexte de crise sécuritaire. Parce que la Constitution, Donc, le référendum va coûter à peu près 20 milliards. Ouais. Donc, je C'est le pense chiffre que qui a le avancé. chef d'État se trouve dans une position où il aura des difficultés pour expliquer par rapport donc aux priorités des dépenses de ce genre, en fait. D'accord. Donc, il est Lengani, obligé de se pour terminer. Non, le coût, pour un PPP de 10 000 milliards, ou bien 15 000 milliards, 20 milliards, ce n'est rien. D'accord. Le 20 PPP, milliards, ce sont des intentions qui ont été affirmées à Non, Paris. oui. C'est pas de l'argent Mais ils nous ont dit qu'ils amené avaient... à... Ah non. D'accord. Dans tous les... Ok, je voudrais Ouais, terminer sur ça. Je voudrais terminer sur ça, sur ces rencontres, le principe des rencontres. C'est vrai que le président a dit, je vais le faire, il l'a fait. Mais est-ce que on peut penser déjà que le président Kaboré est dans une logique de dialogue républicain avec son opposition et puis bon, pourquoi pas les autres forces politiques, parce que depuis près de 2 ans on a vu difficilement ce genre de contact avec le chef. Est-ce que on peut penser à une amorce déjà de dialogue dans ce sens-là, Lengani? Mais c'est ça que je disais tantôt. C'est une opération de communication. Ce n'est pas pour résoudre véritablement la question de vote des Burkinabés à l'étranger, encore moins la question de... Non, c'est une opération de communication. D'accord. C'est tout. Pour moi, c'est mieux et c'est pas trop tard. Il aurait fallu qu'il y ait peut-être même ces types de rencontres, ces types d'exercices, parce que la politique, c'est pas la haine. Il faut qu'on se parle pour résoudre les problèmes du pays. André Sengoulou, Écoutez, avec tout... un dialogue... Non, avec tout ce qu'on peut lui reprocher, il reçoit les gens quand on lui demande des choses. Il a même reçu la CODER, qui ne rame pas dans son sens, hein. Mais il est disposé... Bon, on peut lui reprocher tout. Mais la CODER rame dans le sens de la nation, non? Il faut dire quoi? Non. Merci André, c'est compris. Varis, on termine rapidement sur ça. Je pense que ce genre d'exercice rentre dans le cadre de la démocratie consensuelle. Mais c'est quand même un fait majoritaire. Ils ont le pouvoir, ils ont promis. Donc, maintenant que... Moi, j'aurais voulu qu'ils se rencontrent sur des questions vraiment essentielles. Hein, parce que, bon, à mon avis, quand une partie du pays est occupée, et que, bon, ça, pour moi, il y a des urgences, quoi. Et pour moi... Merci à vous. Pour qu'ils se rencontrent, mais qu'il y ait des propositions sur la table pour qu'on puisse discuter. Merci. Parce qu'on sort de là et nous, on ne sait même pas de quoi il s'agit. Merci à vous. On va évoluer sur notre second sujet. Ça concerne le système de rémunération au niveau de la fonction publique. On a vu que la coordination des syndicats de la fonction publique sont toujours sur leur position, on va dire. Pour les syndicats en question, il faut que dans le format, les forces vives soient exclues. Ça, c'est une proposition qui semble pour eux être, en tout cas pour ces syndicats-là, être la mieux appropriée. Ou alors, si les forces vives doivent participer, il faut que cette conférence-là mette sur la table toutes les questions, toute la richesse nationale, le partage, la redistribution de la richesse nationale en débat. Alors, donc aujourd'hui, on est comme dans une sorte de cul-de-sac avec cette histoire de conférence sur la rémunération, sur le système de rémunération. Évariste Konsebo, cette sortie des syndicats, est-ce à dire que les syndicats n'en veulent pas, ou est-ce que les conditions qui sont posées vont plutôt faire que l'État n'avance plus sur ce sujet? Pas du tout. Les syndicats sont sortis pour recadrer et repréciser les choses dans leur contexte. C'est vrai que par rapport à leur proposition d'exclure, parce qu'il y a 2 options, soit on exclut les forces vives, et cela moi je trouve même que c'est logique, parce que quand l'État, le gouvernement a décidé d'octroyer ces fonds communs, les forces vives n'ont pas été consultées. Moi, je ne sais pas pourquoi maintenant qu'il s'agit de les retirer ou de les redistribuer, on convoque les forces vives. Et d'ailleurs, c'est un contrat qui lie les employeurs et employés. Donc, si ce cadre-là doit exister, il doit regrouper les syndicats qui doivent représenter les travailleurs et le gouvernement qui est l'employeur. Maintenant, c'est vrai que je n'en dis pas. Maintenant, ils disent que ça, c'est la première offre. Deuxième offre, si le gouvernement tient à ce que les forces vives participent, et là, il propose que on élargisse donc l'objet, le sujet des débats aux questions de dépenses publiques, à la gouvernance. Donc, ça aussi, je trouve que ça c'est... Ils ont même parlé de rémunération des fonds souverains, des caisses noires, etc. Toutes les lignes... Bon, cette option, ils sortent un peu de leur rôle, parce que la décision de faire des dépenses publiques incombe au gouvernement qui a été élu.
Bon, maintenant, auquel cas, un syndicat doit s'atteler à défendre les intérêts. Mais si l'État trouve judicieux, par exemple, d'intégrer les forces vives dans un débat qui concerne l'État et son vis-à-vis, pourquoi les syndicats ne demanderaient pas donc qu'on étende aussi le débat sur d'autres sujets? Non, là où j'avais de la difficulté, j'ai de la difficulté avec les syndicalistes, c'est quand on parle d'exclusion. Moi, je pense que dans une république, même une voix ne doit pas être exclue. On doit l'écouter et dire qu'on n'est pas d'accord et mentionner. Parce que dans l'histoire, vous pouvez être... Est-ce qu'on parle d'exclusion ici? Non, ils ont dit d'exclure ils estiment que les forces vives... Qui sont ces forces vives? Est-ce que ces forces vives n'ont pas intérêt à prendre la parole dans ce débat-là? Non, je n'ai jamais eu la chance de travailler dans la fonction publique. Mais je suis intéressé par ce qui se passe dans la fonction publique. Je suis intéressé de savoir comment on paye un instituteur. S'il est rémunéré à 30 000 francs par mois, je sais que je ne peux pas aller lui demander de travailler jusqu'à 2 h du matin pour corriger ses copies dans sa chambre. Par contre, s'il est payé à 200 000 francs et qu'en fin d'année, il y a 2% qui sont admis dans sa classe, je suis en tant que Burkinabé fondé à lui demander, tu prends l'argent, pourquoi? Mais c'est pas non, je veux dire, la discussion du partage de la richesse des Burkinabés intéresse chaque Burkinabé. Et moi, je dis aujourd'hui, malheureusement, le gouvernement ne communique pas. Aujourd'hui, il a parlé de ça. Est-ce que vous avez vu le document qui circule? Normalement, ça devait être sur la place publique pour dire voilà ce que le gouvernement propose. Même pour que ceux qui ne travaillent même pas à la fonction publique puissent dire quelque chose là-dessus. Parce que l'argent du gouvernement, là, l'argent de l'État, ça n'appartient pas seulement aux fonctionnaires. Ce n'est pas eux seulement qui doivent se décider de ce que l'on veut faire. Moi, je ne suis pas fonctionnaire, mais l'argent de Burkinabé, quand on construit une école à Fanaguntu, quand les militaires sont à la frontière et qu'ils reçoivent 1500 francs par jour, moi j'ai intérêt à dire non, ça ne va pas. Vous ne pouvez pas donner 1500 francs à quelqu'un qui défend les Burkinabés de cette... Je termine. Ce que les syndicats disent sur cette question, c'est que les syndicats disent il y a un contrat entre l'argent public et l'État. L'État engage, embauche les gens, et après on dit il faut que le voisin ou l'autre force... Non, je comprends les syndicalistes. Est-ce que ça marche? Je comprends les syndicalistes. Oui. Ils sont devant la caisse de l'État. Ils veulent prendre tout pour eux. Non. Je le dis et je l'assume. Quand ils parlent de ça, quand des syndicalistes revendiquent de prendre 55 milliards, est-ce qu'ils savent qu'il y a des Burkinabés qui vont à l'école et qui ne peuvent même pas passer le BPC? Je ne suis rien. Mais justement, est-ce que on dit on a intérêt par rapport à ce débat-là, ensemble. Est-ce que les syndicats demandent que ils sont d'accord, ils disent qu'ils ne se sont jamais opposés à cette conférence sur la rémunération, le système de rémunération, mais ils font quand même ils posent quand même un certain nombre de conditions qui puissent peut-être permettre de mieux organiser tout ça. Ils estiment que si les forces vives doivent être présentes, il faut qu'on aille au-delà. Il faut qu'on parle de tout ce qu'il y a comme dépenses, train de vie de l'État. Est-ce que c'est pas normal également? Si tu permets, si on pense que on va ouvrir un débat national, que ça va devenir un forum national, il faut bien qu'on présente tout ce qu'il y a au niveau de l'État pour que tout le monde le sache. Une seconde, s'il te plaît. Oui. Par contre, là où je suis d'accord avec les syndicalistes, c'est quand ils disent de mettre tout à plat pour que tout le monde regarde. Parce que quand un ministre a 3 voitures à lui, 3 V8, 2 voitures bien analysées, je ne suis pas d'accord avec ce mode de gestion pendant que d'autres grossissent, d'autres maigrissent. D'accord. Sur ce problème, on est en face d'une situation très grave. Je le dis et je l'assume. Il faut qu'il y ait une discussion honnête autour de cette question-là. Les syndicats mettent un « ou » dans leurs 2 revendications. Moi, je mettrais même un « et ». Il faut les 2. Que les forces vives soient là et qu'on élargisse totalement le débat sur les fonds souverains. Et où alors? Et où alors? C'est pas où. Et où, oui, tout à fait. Les 2 soient là pour qu'on puisse débattre sincèrement. Les forces vives, parce que la fonction publique, ce n'est pas un métier à vie éternelle. Un jour, vous mourrez et les forces vives, les forces vives sont là. Ils peuvent être appelés à travailler dans la fonction publique. Moi, je ne suis pas de la fonction publique, mais demain, je pourrais être de la fonction publique. Donc, ça m'intéresse ce qui se passe dans la fonction publique. Et puis, on parle des richesses de l'État. Il ne faut pas que l'on traite les richesses de l'État par rapport au pouvoir ou encore au salaire du fonctionnaire. Il faut qu'on traite les richesses de l'État par rapport à l'utilisation qu'on en fait. Ça, c'est beaucoup même plus important. C'est la redistribution, l'équité dans le partage des richesses de l'État qui pose problème aujourd'hui. Et pour ça, tout le monde est d'accord, il faut le mettre à plat. Si l'État
veut discuter autour de ce problème, avec peut-être une main cachée dans l'autre poche, ça va être compliqué. Il ne doit pas avoir de sujet tabou sur cette question-là. On veut savoir ce que touche un ministre, on veut savoir ce que touche un enseignant. Ce qui est révoltant dans la fonction publique, ce n'est pas en fait le niveau faible des salaires, c'est l'inégalité entre les fonctionnaires, en fonction des tâches, etc. Moi, je suis d'accord que les fonds communs, on les garde. On est tous d'accord que les salariés soient mieux payés. Mais il faut qu'on revalorise la fonction publique. Qu'on revalorise tel que les syndicats le disent également, quand on suit très bien la logique, ça va au-delà des salaires ou du traitement des fonctionnaires. C'est même la richesse nationale. Notre or, c'est quand la plus-value économique de l'or rentre où, notre coton rentre où. En fait, c'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Mais je termine juste en disant une chose. Aujourd'hui, on parle de la rémunération du fonctionnaire. Il faut qu'on parle aussi de l'efficacité de la fonction publique en termes de rendu du travail, de profil, d'obligation de résultat. Parce qu'on paye des salariés, mais on regarde aujourd'hui que la question financière. Mais au-delà de la question financière, c'est est-ce que notre fonction publique n'est pas un mammouth qui ne peut plus trop bouger? D'accord. Ce débat-là, en fait, il risque de coincer quelque part parce qu'on est dans un cercle vicieux d'accusations. Le gouvernement, la communication du gouvernement était très mauvaise. Parce que c'était quoi? Ça consistait à dire le pays est pauvre parce que des fonctionnaires s'accaparent des ressources du pays. Le pays est pauvre parce que c'est les agents publics qui... Voilà, en gros, c'était ça. Maintenant, qu'est-ce que les fonctionnaires disent, notamment des régies? Eux qui sont au niveau des régies et qui voient ce que les politiques prennent et disent, ah non, c'est pas nous. Donc, s'ils veulent, on engage un débat national. D'accord. Alors, est-ce que tout ça, ça va marcher? Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de, comme tu le disais bien, est-ce qu'il n'y a pas une sorte on va dire, une sorte de méfiance ou de manque de confiance entre les différentes parties Lengani? Ça, c'est l'évidence même, il y a un manque de confiance. Parce que, comme certains l'ont dit, c'est le contexte de la question, ce n'est pas la question elle-même. Sinon, que les forces vives participent à une discussion sur l'élimination des fonctionnaires, moi je ne trouve pas de problème à cela. Mais dans le fond, c'est le contexte. Et comme l'a dit Évariste, l'État présente l'affaire comme si le fonctionnaire était celui-là qui pille les ressources de l'État. À lui seul, on octroie tant de millions, tant de milliards, alors que le reste n'a rien. Oh, c'est pas ça, en réalité, le problème. Il faut peut-être comparer, si on compare la situation des fonctionnaires de Burkina Faso aux pays environnants, on verra que les nôtres ne sont pas des crises, bien au contraire. Mais le véritable problème d'un point de vue, tel que le problème est posé, je ne vois pas qu'est-ce que les forces vives ont à faire dans cette affaire. D'autant plus qu'on ne dit pas qui sont ces forces vives. Si ce sont les tatampions qui sont sortis, faire des fausses conférences pour dire qu'il faut supprimer les fonds communs ou en tout cas ils donnent des ultimatums à l'État, mais ce n'est pas la peine. Si c'est ceci-là, en fait, c'est des caisses de résonance qu'on va brasser. Ce qui est sûr, le profil des forces vives n'est pas encore connu. N'est pas encore connu. Donc, en fait, c'est... On va évoluer. On va évoluer. On va parler d'autre chose, l'insécurité, notamment dans le Soum. On a assisté à des drames ces derniers temps, notamment l'assassinat d'une jeune fille de la classe de CM2 l'école, dans la classe, et puis on a aussi enregistré pas mal d'attaques par le passé, et finalement les syndicats de l'éducation sont arrivés à la conclusion qu'il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas de sécurité. Le gouvernement avait promis qu'il y aurait la sécurité, etc., mais malheureusement cela continue. Ils ont estimé donc ces syndicats-là qu'ils ne peuvent pas aller à l'école enseigner dans ces conditions, et que par conséquent ils suspendaient donc les cours Bilgo. Ils ont raison. C'est à croire que nous sommes en train de perdre le Nord. C'est à croire que le Burkina, en fait, aujourd'hui, suivant la carte, figuré comme au propre. Et c'est à croire qu'au Burkina, aujourd'hui, la carte du Burkina se résume qu'autour de Ouagadougou, là encore. Moi, je pense qu'il faut un plan Burkindi, pour ne pas dire plan Marshall, pour le Nord. L'enseignant qui travaille là-bas et qui touche, je donne un exemple, 60 000, qui, au péril de sa vie, va enseigner les enfants, et il touche le même salaire que celui qui est assis à 50 km ou à 60 km de Ouagadougou, c'est quand même problématique. On doit reconsidérer le Nord comme un lieu, un endroit, une zone à sauver. Et il faut un plan vraiment patriotique pour qu'on remette l'État à sa place dans le Nord. Il faut des enseignants, mais il faut que l'enseignant, même quand vous expatriez quelqu'un dans un pays qui a moins d'avantages que votre pays d'origine, il y a ce qu'on appelle la prime de dépaysement. Il y a des primes de risque.
Ceux qui vont là-bas, qui vont risquer leur vie, ils doivent être quand même récompensés en fonction. Et si chaque matin, ils voient qu'il n'y a pas de sécurité, il n'y a plus rien pour les protéger, ils sont obligés de se retirer jusqu'à ce que l'État fasse respecter son autorité dans ce lieu-là. L'enseignant qui refuse d'aller prendre la craie parce que sa vie est menacée, il a tout à fait raison. C'est à l'État de prendre ses responsabilités. D'accord. Alors, Lengani, on a vu qu'il y a eu d'abord, au préalable, il y a eu des attaques, l'assassinat d'un des enseignants, etc. Et puis, les syndicats avaient également quitté même les lieux. Et puis, par la suite, le gouvernement a communiqué, ils sont repartis. Mais malgré tout, avec les dispositifs qu'on dit avoir mis en place, ça continue, les attaques continuent, les agressions continuent, et même les enlèvements, parce qu'il y a au moment où nous parlons, il y a un enseignant qui a été enlevé. Alors, cette situation incombe évidemment à l'État, mais qu'est-ce qui se passe au fond? Oui, mais c'est l'illustration malheureuse de l'échec de la politique de défense et de sécurité nationale. Ça, c'est... Parce que comme l'a dit Bilgo, malheureusement, on ne parle de l'insécurité au Burkina Faso que quand il y a un attentat à Ouagadougou. Quand on trucide des gens au nord, quand les populations sont empêchées de vivre, de vaquer à leurs occupations normalement, quotidiennement, personne n'en parle, ce n'est pas un problème. Et là, ça ne va pas. Et c'est là, je disais tantôt, si le chef de l'État rencontrait l'opposition politique sur ces questions-là, moi j'aurais compris. Si le chef de l'État rencontrait les forces vives, sur ces questions-là, j'aurais compris. Mais il y a eu un forum sur la sécurité qui a été organisé au temps du ministre Simon Compaoré à la tête. Oui, il y a eu un forum, donc on ne peut pas dire que... Il y a même eu un autre forum privé qui a été fait. Mais où on en est? Nulle part, sinon que le chaos continue. En réalité, il faut voir les choses en face. Nous sommes en train de perdre le Nord. Et ce n'est pas la faute des enseignants. Les enseignants sont victimes. Il ne faut pas les victimiser davantage en les jetant dans la gueule du loup. Moi, je pense qu'il appartient à l'État de s'organiser pour qu'il y ait un dialogue national, pour qu'on trouve des solutions à cette question. Le gouvernement, lui, a montré qu'il est incapable de trouver une solution. Il faut imaginer autre chose. En tout cas, je vais citer quelques éléments que les syndicats ont tenu à présenter, qui montrent la récurrence de ces attaques-là. Attaque du CG de Beléédé, commune de Tiongomaël, le 5 avril 2018, attaque l'école de Feto d'Anna et destruction de tous les documents, y compris les diplômes du personnel, le 11 avril 2018, intimidation des enseignants de l'école de Tondiata, commune de Dibo, suite à une attaque dans le village le 9 avril 2018, attaque l'école de Bourreau, qui a coûté donc la vie de l'élève et l'enlèvement de l'instituteur. Dans le seul mois d'avril 2018, à peu près 4 à 5 attaques. On se demande, finalement, sommes-nous dans un no man's land où... Je crois que... Moi, franchement, je n'arrive pas à comprendre. Parce que le gouvernement avait pris des mesures, par exemple, pour dire de telle heure à telle heure, on ne peut pas circuler avec des motos. C'était pour que les gens qui viennent attaquer les gens à moto, on puisse ne plus faire. Est-ce que ça existe? Ce que je veux dire, on a vu le procès qui s'est tenu ici. Nous sommes allés pour courir le procès. À 1 kilomètre, tu n'approchais pas avec un véhicule, tu ne rentrais pas avec... Parce que, vous avez vu tous les militaires qui... Oui, mais le procès, c'est un site bien précis. Mais ce que je veux dire... Mais là, c'est toute une province. Non, comment est-ce qu'on peut... Je vais dire, Bilgo a parlé de plan Burkindi. Aujourd'hui, c'est vrai que les terroristes frappent partout. Mais on sait là où ils frappent d'une manière récurrente, comme tu l'as dit. Je crois qu'il faut qu'on mobilise tout ce que le Burkina a comme richesse pour dire ce pays-là, 1 cm² du Burkina, là, on ne va pas le lâcher. Et quel que soit ce que l'on va mettre pour ce centimètre-carré-là, on le mettra. Et vous allez voir que les gens vont reculer et on prendra des mesures. Mais je ne comprends pas que des gens puissent venir, attaquer des gens, enlever des gens et partir tranquillement sans qu'ils ne soient alertés. Parce que ce qu'ils font là, ce n'est pas 1 kilomètre de la frontière des autres pays. Ils rentrent en profondeur. Ça veut dire que personne n'est là pour savoir qu'il y a quelque chose qui se passe. Il y a un problème fondamental. En même temps qu'on parle des dispositifs que l'État prend, le gouvernement met en œuvre, ça communique là-dessus. Mais en même temps aussi, on entend aussi des complaintes des forces même de défense et de sécurité, pas d'équipement, pas de primes, etc. Il y a d'autres difficultés aussi. Est-ce que c'est pas ça véritablement? Est-ce qu'on ne parle pas plus qu'on en fait ou plus qu'on pose des actes concrets sur le terrain? Non, moi là sur le sujet, j'ai toujours dit que l'État reste sur les dénonciations et les condamnations. Voyez-vous, la dernière fois, nous avons parlé du discours du Premier ministre à l'Assemblée, où il nous a dit que pour le programme d'urgence du Sahel, on a mobilisé 440 milliards. Alors, on ne peut pas comprendre qu'une telle somme ait été mobilisée et que dans une province qui appartient bien sûr à la zone,
une telle recrudescence arrive jusqu'au point où les écoles de la province soient fermées, et avec des attentats. Donc c'est un problème, je ne sais pas. Pour moi, c'est la volonté. Hein, parce que qu'on me dise comment est-ce que les 440 milliards ont été utilisés. Parce que c'est incompréhensible. Hein, même la sécurisation, c'est vrai, ils prennent des mesures, mais il faut se donner les moyens de faire appliquer ces mesures. Moi, j'ai toujours pensé que c'est une question de volonté politique. Alors, donc, on va finir dessus, une seconde. La solution, c'est quoi? Les enseignants sont partis. Ils ne veulent pas donc retourner se suicider. Quand on suit un peu leurs propos, le gouvernement récemment, notamment le ministre de l'Éducation nationale, a essayé de communiquer, rencontrer des acteurs de l'éducation sur la question. Alors, qu'est-ce qu'on fait au juste? Est-ce qu'il faut s'asseoir à Ouagadougou pour rencontrer des gens, ou est-ce qu'il faut agir concrètement sur le terrain, et comment? D'accord. Attendez. André Génibudo. Mais les anciens là sont des humains. Oui. Moi, à Ouagadougou, quand je circule là, et que les policiers me disent ici, là, on ne passe pas là, moi je ne force pas. Je peux me faire tirer dessus. Un enseignant, il est dans une école. Il sait qu'il est livré à lui-même et que les gens peuvent venir à tout moment l'attaquer, le tuer sans que personne ne lève la main. Mais ils ont trop tardé avant de quitter le Nord, de mon point de vue. Alors, les écoles, par exemple, aujourd'hui, il y a des écoles, il était question de dire qu'il faut ériger des murs pour clôturer les écoles. Il faut mettre peut-être préposer des agents des forces de sécurité, au moins deux par établissement. Ce n'est qu'une province pour le moment. Alors, est-ce que toutes ces dispositions-là ne peuvent pas être prises? Je vous ai dit que pendant les élections, on arrive à sécuriser toutes les écoles. Ça dit que c'est faisable. Je pense toujours, pour moi, à mon point de vue, c'est une question de volonté politique. Et regardez, les attentats là ont été revendiqués, non? La tuerie de l'enseignant, c'est le groupe État islamique pour le Grand Sahara qui l'a revendiqué. On n'a jamais entendu la justice même sur ces questions. Vous avez des gens qui viennent faire des meurtres, tuer des gens, et qui revendiquent, et la justice ne fait rien, on n'entend rien. Donc, on n'ouvre pas d'informations judiciaires. Oui, c'est quelque part, on a l'impression que c'est ce que je dis, il y a une volonté quelque part qui manque. Lengani? Je crois que le fait que les enseignants même quittent, c'est un devoir. Parce qu'il faut aller au-delà de la sécurité de l'enseignant pour voir celui des enfants. C'est parce que les enseignants vont à l'école que les enfants y vont et qui se font trucider. N'oubliez pas qu'un élève a été tué dans cette affaire. Oui, une fille de la classe de CM2. Et donc, c'est un devoir pour les enseignants de ne pas mettre en insécurité leurs propres élèves, leurs propres enfants. Je dis que il serait très prétentieux de vouloir sur ce plateau trouver des solutions. C'est aussi simple que ça. Je suis convaincu que les pouvoirs publics l'auront fait. Donc ça veut dire qu'il faut réfléchir, il faut chercher. D'accord. Moi, je pense, oui, il a raison, Issaka, ça serait trop prétentieux, mais je tiens à mon plan Burkindi, c'est de dire qu'il faut trouver le moyen, considérer la zone du Nord comme une zone de guerre, quand on est capable d'envoyer des casques bleus dans d'autres pays, parce qu'ils sont bien rémunérés et ils reviennent avec une satisfaction non seulement professionnelle, mais également une satisfaction financière. Il faut considérer le Nord et ceux qui travaillent à sécuriser le Nord dans la zone du Nord, il faut les considérer comme des soldats à part entière, qui méritent d'avoir notre attention dans la rémunération, mais aussi dans l'équipement et dans le matériel. C'est une volonté d'aller défendre le Nord. Ensuite, l'enseignant qui accepte, au péril de sa vie, de rester à son poste, il doit mériter ce risque qu'il prend là. Non seulement d'être sûr qu'il a des soldats patriotes qui sillonnent le Nord avec des rémunérations beaucoup plus accentuées, et que lui-même, en tant qu'enseignant qui risque sa vie, a une rémunération beaucoup plus accentuée. Il faut que l'État reste là. Attaquer les écoles, c'est pas rien. Quand on veut tuer un peuple, on commence par tuer son éducation. Et c'est ce qui commence. Aujourd'hui, aller à l'école dans le Nord, c'est aller à la morgue. On doit sécuriser les lieux et s'occuper davantage des fonctionnaires qui travaillent dans cette zone-là pour qu'ils se sentent aidés. Lengani? Je vais tout dans le sens de l'élan pour dire que, notamment pour ceux qui vont, nos éléments qui vont à l'extérieur en mission, et dès qu'ils reviennent des missions, il faut les envoyer au Nord directement, dans notre propre Nord, pour aller mettre en œuvre ce qu'ils ont appris de l'autre côté. Oui, mais pendant qu'ils sont pas là, le Nord est attaqué. Est-ce qu'il ne faut pas les faire revenir? Mais on a demandé ça. Est-ce qu'il faut aller sécuriser d'autres nations pendant que notre nation est elle-même... Non, il y a quelque chose qu'il faut dire. Sur le plateau, je vais dire sur le plateau, personne n'a la prétention. D'accord. Mais on a des militaires qui ont fait des écoles de guerre et qui sont revenus avec des diplômes. Mais cette guerre-là, elle est asymétrique. Non, je vais dire, c'est une guerre asymétrique. non, mais attendez, ça veut dire que ce sont des militaires qui sont allés pour faire la guerre. Moi, je ne sais pas, puisque je n'ai jamais mis le pied dans une caserne. Mais j'imagine que dans une école de guerre, on leur apprend ce que c'est que la guerre classique et ce que c'est que la guerre asymétrique. J'imagine. Donc, en principe,
Ceux qui sont chargés de faire la guerre, c'est leur boulot. Ils doivent connaître comment faire. D'accord, merci. Et je pense qu'ils le font d'ailleurs. Ils le font d'ailleurs. Peut-être qu'il faut des mesures d'accompagnement pour booster encore plus leurs efforts. Alors, on va terminer cette fois-ci avec le Sénégal. Le Sénégal où il y a un débat politique très houleux sur une réforme donc des conditions des conditions de la candidature à la présidentielle. Le président Macky Sall a une idée qui est jugée une idée d'exclusion de ses potentiels candidats par l'opposition. Il s'agit du parrainage d'un certain nombre d'électeurs pour chaque candidat qui le voudrait. On évalue à près de 50 000 signatures, 50 000 parrains pour un candidat qui voudrait. L'idée officielle, c'est de dire il s'agit de limiter les candidatures farfelues donc à la présidentielle. Mais de l'autre côté, on estime que c'est aussi pour éliminer certains candidats. Alors, André Eugène Ilboudo. Non, mais attendez, il faut que les politiques disent, même si je suis arrivé à un piédestal quelconque, ceux qui sont en bas de moi là, ce ne sont pas des ignorants. Comme disent les Ivoiriens là où toi tu es caché là, c'est là-bas nous on dort. Je vais dire aux responsables politiques, vous et ceux qui sont à l'opposition aujourd'hui, vous avez peut-être fait presque les mêmes écoles, peut-être que vous avez la même intelligence. Il ne faut pas vouloir faire des choses, sortir, dire des choses pendant que ce que vous dites n'est pas vrai. Je ne peux pas imaginer qu'au Sénégal, on demande 50 000 signatures issus de cette province. Mais c'est pour éliminer les gens. Peut-être que c'est pour voir aussi l'assise des gens. Quand on est représentatif sur cette province, on peut quand même prétendre la magistrature suprême. Non, mais attendez. Ce que je veux dire, je pense qu'en Afrique, il faut que tout le monde pense que tout le monde a presque la même instruction et a la même intelligence. Et que vous n'êtes pas plus intelligent que les autres, même quand vous êtes au pouvoir. Ce que le pouvoir fait au Sénégal est inadmissible pour quelqu'un qui regarde simplement comment faire. On ne peut pas demander 50 000 signatures à quelqu'un dans cette province. Tout le monde sait qu'en dehors de M. Macky Sall aujourd'hui, c'est impossible. D'accord. Bilgo, est-ce qu'il faut avoir cette vision que Macky Sall veut faire son passage en force et pour cela il faut mettre des barrières, des entraves pour éliminer d'autres candidats, ou est-ce qu'il y a quand même un intérêt à cette réforme-là qu'il faut peut-être arranger dans le sens que l'opposition propose? Non, moi je pense qu'il est en train de chercher en fait une voie pour passer au forceps en fait sa réélection, mais c'est mal choisi. Mais je crois également que l'exagération du nombre des partis politiques dans nos pays aussi est à regarder de près. On a n'importe quel farfelu qui crée un parti, deux fois même un parti qui n'a pas d'âme. Mais est-ce que c'est à 8 mois qu'il faut changer ces genres de textes? Là, c'est maladroit. Macky Sall a eu quand même tout un mandat, il n'en a pas fait. C'est à 8 mois qu'il le dit. Oui, de la part de Macky Sall, je l'ai dit au début, oui, on voit qu'il veut passer au forceps. C'est maladroit. Mais ce n'est pas pour autant que la question ne mérite pas en fait qu'on s'y penche réellement. Parce que le nombre de candidats ou le nombre de partis politiques pour un pays de combien de millions d'habitants, parfois c'est exagéré et c'est pris au ridicule. On remarque un peu qu'il y a il est beaucoup, disons la majorité, ceux qui proposent cette réforme-là, ils sont beaucoup insistants dessus parce que l'Église catholique, les imams, tout le corps social a demandé à ce que on renvoie à plus tard cette question. Mais finalement, c'est là où ce qui se passe au Sénégal est à l'image en fait de la nouvelle Afrique, cette Afrique-là qui s'intéresse de la chose publique, politique et qui ne veut plus se laisser faire, qui ne veut plus en fait le diktat des intelligences universelles. Ils veulent qu'il y ait que leurs paroles soient respectées. Regardez le débat à l'Assemblée nationale sénégalaise, c'est édifiant comment les positions sont tellement tranchées, mais également la volonté de participer au débat public est tellement forte. Les mouvements d'humeur, les sauts d'humeur qu'il y a eu dans la société civile, Dakar a été handicapé ces 2 derniers jours, il y a eu des mouvements ci et là, ça montre quand même... Et des arrestations d'opposants aussi. Des arrestations d'opposants, c'est vrai, ça montre la vivacité aussi du socle démocratique en Afrique et de l'éveil des consciences. On ne peut plus faire des peuples ce que l'on veut, il faut faire plutôt ce que le peuple veut. Alors, l'Engani, néanmoins, ça a été fait par la mécanique du vote. Hein. Alors, est-ce que il faut se dire que la présidentielle à venir va certainement entraîner le Sénégal sur un débat assez houleux, sur une tension politique dans le pays? Parce qu'il y a déjà l'affaire Karim Wade,
on a l'impression que Macky Sall veut tout faire pour empêcher Karim Wade. Ensuite, il y a l'affaire Khalifa Sall, donc le maire de Dakar. Aujourd'hui, c'est une réforme du code électoral. Est-ce que ça ne fait pas trop pour faire bouillir la marmite? Oui, je crois que effectivement, c'est le contexte qui fait que cette mesure, cette proposition me semble vraiment une provocation vis-à-vis de la classe politique et même du corps social sénégalais. C'est le contexte. Et sinon, en tant que tel, travailler, œuvrer à limiter les candidatures, moi je pense que c'est une très bonne chose dans une Afrique où les gens s'amusent avec la démocratie. Est-ce qu'on doit travailler à limiter des candidatures? C'est un droit constitutionnel. Chacun est libre d'être candidat. Oui, bon, vous savez. Est-ce que les conditions doivent viser à améliorer la participation des candidats ou à limiter les candidats? Est-ce qu'il appartient à quelqu'un de limiter le droit de l'autre? Oui, il appartient déjà, parce que si on est organisé en société, c'est parce qu'on doit mettre des limites aux actions des uns et des autres. Bon, vous dites que n'importe qui peut être candidat, je pense, même dans le contexte actuel du Sénégal, n'importe qui peut être candidat. Tu ne peux pas te lever à chose à Ziguinchor parce que de ton champ de la Chine, rédiger une correspondance que tu es candidat, c'est pas possible. Au Burkina, on est passé sur la caution, on est passé de 5 à 20 millions. Dire, quelle que soit la situation, il y a une limitation de fait. D'accord. Et cette nouvelle limitation qui vient, de mon point de vue, c'est le contexte qui fait que c'est pas bon. Sinon, c'est bon de limiter. Et je dis que l'opposition politique et le corps social sénégalais devraient plutôt, comme les Chinois aiment le dire, dans la difficulté, trouver une opportunité. D'accord. C'est-à-dire se servir de ça pour faire en sorte que déjà faire en sorte qu'il y ait des candidatures consensuelles qui vont aller contre M. Macky Sall. Non, il faut dire que ça existait déjà pour les candidatures indépendantes, je pense, le parrainage. Tout à fait. Maintenant, ce qui est nouveau, c'est que cette fois-ci, on a élargi aux partis politiques parce que recueillir, bon, ça c'est la mécanique des partis, hein, parce que vous allez aller négocier les signatures auprès des élus. Et maintenant, quand on regarde la configuration, bon, tout porte à croire que ça sera très difficile. Maintenant, c'est vrai que c'est contesté. Et ce qu'il faut faire remarquable, parce que même les imams, comme vous l'aviez dit, et les prédicateurs sont contre. Et ça veut dire qu'eux, ils sentent quand même que... Peut-être qu'ils vont rapporter... Est-ce que ce ne serait pas un boulet qui revient dans la face de Macky Sall quand on connaît en fait la structure de l'électorat au Sénégal, qui est très foncièrement une structure religieuse? Est-ce que cette façon de ne pas accéder peut-être à une demande Je pense que c'est un problème sérieux qu'il a ouvert en fait. D'accord. Une seconde, on a fini. Le problème de l'Afrique, c'est que les gens veulent changer les règles quand ils sont sur le terrain. C'est ça le problème. Macky Sall aurait dit, au regard de tout ce qui se passe au Sénégal, la règle va changer, mais ça ne va pas concerner mon mandat. Peut-être qu'il aurait eu moins de tollé. Mais il veut changer les règles parce qu'à 120 minutes, il n'a pas gagné le match. Il veut prolonger de 60 minutes pour pouvoir gagner le match. Ça, c'est pas possible. Merci André et Jean Ilboudou pour cette belle image en football, sauf que là, il n'y a pas le fair play. Voilà, on est donc au terme de cette émission. Je voudrais vous remercier d'être passé faire vos analyses qui sont des analyses d'intérêt, des analyses de très bonne portée. Merci à vous donc d'être venus. Je rappelle que j'étais avec André Eugène Ilboudou, qui est le directeur de la radio des écoles. Merci André Eugène Ilboudou d'être venu. Et puis Bilgo Lionel, il est donc directeur de publication de l'analyste. Il est également directeur Afrique de Téménis Média. Merci d'être venu. Merci. Et puis Issaka Lengani, directeur de publication de l'hebdomadaire L'Opinion. Merci Lengani d'être passé. Et puis Évariste Concebo, chroniqueur média, directeur de publication du Cercle d'éveil, journal appartenant à l'association du Cercle d'éveil, qui est une association de défense des droits de l'homme. Merci à vous d'être venus. Je voudrais également dire merci à nos téléspectateurs et téléspectatrices qui nous suivent au Burkina et partout ailleurs dans la diaspora. Alors on rappelle que le dimanche à venir, nous serons également en direct, mais dans le grand format de Presse Éco, où il aura la possibilité d'ouvrir le téléphone pour que les Burkinabés, en tout cas les téléspectateurs, puissent participer à cette émission. Donc on se donne rendez-vous le dimanche prochain pour un autre numéro de Presse Éco, si Dieu le veut.